Bonjour de nouveau à toutes et à tous. Je suis Jérôme Chave, donc je suis basé moi à Toulouse, sur le campus de l'Université Paul Sabatier. Et depuis un certain temps, on a un fonctionnement bicéphale avec le LabEx CEBA, avec d'un côté une présence en Guyane qui est très forte, comme vous l'avez compris, et à Toulouse. Donc Laetitia Plaisance et moi, on travaille concrètement dans la même pièce actuellement, et on travaille étroitement sur les aspects de stratégie scientifique et les objectifs de mise en œuvre de cette science. Voilà, donc je vais rapidement faire un point sur les actualités du LabEx dans la dernière année. Remercier, comme tous les ans, l'ANR et la cellule investissement d'avenir, en particulier Julie Coyer et Jean-Luc Letté, qui nous aident au jour le jour pour résoudre des problèmes pratico-pratiques en lien avec ces instruments LabEx. Donc on est rentré dans une phase une nouvelle étape avec le LabEx CEBA, et ça c'est une image que je vous avais montrée l'année dernière, et qui en fait s'est trouvé beaucoup plus réaliste qu'on le craignait. On est arrivé dans une période de transition qui est un peu compliquée. Voilà, donc pour ceux d'entre vous qui avaient essayé de voyager entre la Guyane et l'Amapá, c'est des situations qui ne sont pas très rares. Donc on est une communauté assez habituée à l'adversité. Et c'est vrai que la situation Covid a été et reste un enjeu majeur et un risque majeur pour notre projet, comme beaucoup d'autres projets. Donc, je vais rapidement rappeler la philosophie du LabEx CEBA, Centre d'études pour la biodiversité amazonienne. Nous avons commencé en 2010 en essayant d'assembler une communauté assez large sur la thématique de la biodiversité en Amazonie, pas seulement la biodiversité dans sa dimension de découverte de la biodiversité, mais aussi du rôle de la biodiversité sur les cycles biogéochimiques, sur l'environnement, et également les enjeux de biodiversité liés à l'homme, que ce soit de la santé ou que ce soit les enjeux de perception de la conservation. Et je pense que la première phase du LabEx CEBA a été un succès, dans le sens où cette interdisciplinarité s'est mise en œuvre, même si c'est un enjeu, comme vous le savez, qui est permanent de tous les jours. Une autre biodiversité qu'on a dû gérer, c'est la biodiversité institutionnelle, qui est représentée en bas de ce transparent. Il y a beaucoup de tutelles, c'est une grande richesse, mais c'est aussi un enjeu de faire d'interconnecter les enjeux de ces tutelles, et c'est un travail qu'on essaie de maintenir. Donc on essaie, comme tous les LabEx, de maintenir une excellence scientifique, de rendre la Guyane française en particulier attractive, et puis de fournir une formation qui soit de haute qualité, comme l'a présenté Eric à l'instant. Alors, par exemple, dans les formations, je rappelle justement cette école d'été internationale qui a été cofinancée par le LabEx CEBA et par une structure IRD Bioinca. Olivier donc, je crois, est présent et pourra commenter, qui s'est tenue en Équateur l'année dernière. Et ça, c'est des ouvertures qui sont très intéressantes pour nous. Il y a aussi un réseau national qui se met en place, et en particulier au niveau de la Guyane, donc une structure du LabEx CEBA qui est au cœur d'un réseau à la fois des services de l'État, des collectivités, des structures qui sont en prise avec la conservation et la protection du territoire, et puis la gestion aussi dans certains établissements publics, avec des rapides évolutions. La plus récente, la création de l'Office français de la biodiversité à partir de l'AFB. Mais également, dans le monde, disons, des LabEx, on essaie de maintenir de fortes connexions avec les autres LabEx de notre thématique, que ce soit le LabEx Our à Nancy, CEMEB à Montpellier, LabEx Côte, qui était le LabEx Côte à Bordeaux, qui a évolué, les OHM, donc le LabEx Dream, et puis des infrastructures que sont ANAE et France Génomique qui nous aident. J'ai oublié le LabEx Tulip à Toulouse. Voilà. Et on essaie aussi de développer des thématiques vers la mer, et avec des partenaires brestois, mais ça, c'est une aspiration qui n'est pas encore réalisée. Rapidement, on a donc un certain nombre de publications au cours du temps. Le seul intérêt de ce diagramme est d'illustrer le fait qu'on a un nombre de publications décent et qui augmente au cours du temps.
c'est plus intéressant de regarder ce qu'il y a dans les publications que leur nombre, donc je vais en parler un peu plus tard. Le dernier point qu'on avait beaucoup abordé l'année dernière, quand on était en séance plénière, c'était d'avoir une réflexion plus profonde sur notre rôle en tant que LabEx, pas seulement en termes de structure de production de savoir, mais aussi de structure de communauté pour réfléchir à l'éthique et l'égalité en sciences. On a eu une longue conversation, ce qu'on appelle une Power Session, qui a été très très productive l'année dernière, sur les biais en sciences, les biais à la fois sociaux, culturels et de genre. Et je pense que ça a été une ouverture importante pour beaucoup d'entre nous. Mais également, on a lancé une conversation sur notre empreinte écologique, et particulièrement, c'est le LabEx, je pense, qui est le plus impacté par ça. On est sur 2 continents, et donc pour exister, on a besoin de voyager, mais on a un impact en termes de voyage et d'empreinte carbone qui est très importante. Et ça, c'est des enjeux qu'on doit mettre en œuvre. Ou en tout cas, qu'on doit discuter, et vos avis sur ce point-là seront bienvenus. Voilà, maintenant, dans la deuxième partie de ma présentation, je voulais parler de quelques points, les partenariats régionaux, les enjeux de l'interface entre sciences et société, notre stratégie scientifique telle qu'on veut la mettre en œuvre et qu'on a déjà mise en œuvre, et puis quelques snapshots rapides sur les publications du LabEx-CEBA au cours de l'année 2020, dont nous sommes très fiers. Alors, dans un premier temps, le contexte des enjeux régionaux, c'est naturellement le contexte avec notre grand voisin du Brésil. Ce diagramme-là est tiré d'une production de l'INPE, de l'Institut spatial brésilien, qui montre la déforestation en Guyane. Alors, les différentes couleurs représentent les différentes années et c'est mensuel. Vous voyez que l'année 2019 a été catastrophique en termes de déforestation, surtout durant la saison sèche. Et l'année 2020 est aussi catastrophique. Alors, le septembre n'est pas encore fini, mais c'est des résultats qui sont toujours assez inquiétants. C'est très, très évidemment tiré par la politique, et cette déforestation doit nous interroger sur ce qu'on fait en Guyane française en termes de connaissances et de conservation de la biodiversité, mais aussi de nous encourager à travailler plus avec nos partenaires brésiliens. Donc on avait développé une collaboration concrète avec des partenaires brésiliens, mais j'en parlerai très rapidement. Mais aujourd'hui, ce qu'on a mis en œuvre, c'est 2 partenariats stratégiques qui sont forts, dans le cadre d'une part avec des partenaires qui sont en Colombie, avec l'Institut Alexander von Humboldt, qui est basé à Bogota, en Colombie. Donc ça, c'est un projet qui est cofinancé par le CNRS via un instrument qui s'appelait les LIA auparavant, qui maintenant s'appelle International Research Project, IRP. Et puis, l'IRD aussi, avec l'IRD, on a aussi un partenariat qui est colombien et équatorien également, via un projet, c'est une UMI, une unité mixte internationale, si je ne dis pas de bêtises, pilotée par Olivier Dangle, et qui s'appelle BioInca. Donc la stratégie là, c'est de s'appuyer sur ces 2 réseaux qui sont déjà préexistants et qui fonctionnent, et de cofinancer ces deux réseaux par des actions, alors qui sont en général des actions de mission et de favorisation de flux de personnes, mais concrètement en 2020, c'est pas très facile de mettre en œuvre ça. Voilà, donc là, je parlais d'une autre initiative avec les partenaires brésiliens, et concrètement le CNPq, qui a mis en œuvre un projet qui s'appelle le Centre de synthèse de la biodiversité et des services écosystémiques, Symbiose, en brésilien, et avec lesquels on a essayé de cofinancer des projets de recherche. Alors, en 2019, les projets de recherche n'ont pas pu être cofinancés parce qu'il n'y a simplement pas eu de projet franco-brésiliens qui ont été soumis, mais on va essayer de recommencer cette initiative en 2021. Voilà pour les partenariats régionaux. Pour l'interface société, s'il y a eu une critique qui a été abordée, qui a été soulevée sur le LabEx-CEBA dans sa première phase, c'est qu'on n'était pas assez en interaction avec la société, et que ce transfert de connaissances n'était peut-être pas aussi fort qu'il aurait pu être. Donc c'est une faiblesse,
relative, mais qui était existante, qu'on a essayé d'aborder dans la deuxième phase du LabEx CEBA, et en essayant de développer des thématiques de sciences citoyennes ou de mise en œuvre de partenariats avec des acteurs, les acteurs de la science citoyenne. Alors, l'Université de Guyane, on en a déjà parlé, c'est un de nos acteurs principaux. On a aussi mis en œuvre une collaboration avec la Maison pour la Science, qui est hébergée sur le campus de Troupiran également, avec l'Académie de Guyane également. Et puis, il y a des instruments qui sont préexistants, fameux déjà à l'échelle métropolitaine, comme PlanteNet, qui sont des outils de connaissances, mais aussi de transfert de connaissances, et sur lequel on essaie de travailler au sein du LabEx CEBA. Par ailleurs, pour être plus concret dans notre aspiration à collaborer, on a mis en place pour la première fois des appels à projets annuels. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait très traditionnellement depuis maintenant 9 ans. C'était vraiment des projets à champ ouvert, blue sky pour utiliser un anglicisme, très, très ouvert pour financer de la science risquée. Et en 2020, pour la première fois, on a changé un petit peu ce format pour faire un projet qui soit vraiment à l'interface science-société, pour essayer d'inviter les chercheurs à trouver des partenariats non scientifiques, mais de valorisation de la science, et inversement, pour essayer d'attirer vers nous, autant que possible, ces communautés. Alors, on a ouvert cet appel à projet en fin de l'année 2019. On a fait une évaluation, alors aussi un peu nouvelle, avec le conseil scientifique du LabEx CEBA, mais aussi on a invité quelques guest stars pour financer, pour nous aider à évaluer ces projets, puisqu'ils n'étaient pas purement scientifiques. Et on est arrivé à 7 projets financés qui sont listés dans l'image que vous avez devant vous normalement, si tout fonctionne bien. Donc, vous voyez que, bon, je ne vais pas les énoncer toutes, mais nos partenariats sont assez nombreux. Il y a les cofinancements sont avec le Parc national Guyane, la réserve naturelle des Nouragues, une entreprise qui s'appelle Guyane Connect, une petite aussi micro-entreprise qui s'appelle Com au Carré, le CENG en Guyane, le Conservatoire des environnements des espaces naturels de Guyane, la DGTM, et puis une association qui s'appelle Tête dans les images. Donc vous voyez qu'il y a eu un fort spectre d'intérêt, et ça va d'enjeux vraiment de conservation, de génétique de la conservation, jusqu'à des programmes de valorisation et de communication quasi pure. Alors ça, je crois que c'est un grand succès, puis c'est un grand succès à la fois pour nous, mais aussi pour la communauté guyanaise, qui voit qu'il y a une vraie volonté concrète d'établir des collaborations. Alors, ensuite, je vais vous parler de la stratégie scientifique. On a mis en place depuis longtemps déjà 2 phases, des appels de projets stratégiques, donc qui vraiment sont des projets financés sur la base d'appels à projets. Ils sont pluriannuels et qui sont évalués par un conseil scientifique international. Donc, cette structure-là, sur la gauche, vous voyez l'appel à projet tel qu'il est structuré. Sur la droite, vous voyez la lettre de mission qu'on a envoyée au conseil qui évalue les projets, où on essaie d'être très clair sur ce qu'on attend, à la fois à la communauté qui va répondre aux appels à projets et à la fois aux évaluateurs pour essayer de cadrer les choses. Donc ça, c'est un travail que Laetitia Plaisance a fait parfaitement bien à la fin de l'année 2019. Et ça nous a permis de sélectionner une première phase de projet dont je vais vous parler. Avant, je vais quand même vous parler du Conseil scientifique international, qui est composé de Wolfgang Kramer du CNRS à Marseille, Nancy Knowlton du Smithsonian, Eduardo Brandisio de l'Université d'Indiana, Vanessa Eisenwald de l'Université de Georgie, Mike Bruford de l'Université de Cardiff et Lissy Collet de l'Université d'Utah. Donc un groupe très vaste et disciplinairement, extrêmement très expérimenté et qui nous a beaucoup aidé pour sélectionner les projets. J'en profite pour dire que Mike Bruford a des sérieux ennuis de santé en ce moment et qu'on pense très fort à lui. C'est un collaborateur qui est là depuis très longtemps et qui nous accompagne dans le LabEx CEBA, donc voilà, on pense très fort à lui.
Voilà, le résultat de tout ce travail a été de sélectionner 5 projets que vous voyez ici, donc, que le comité de direction a sélectionné enfin, il y a quelques mois maintenant. Le premier est piloté sur des thématiques sur les mutations des arbres dans les canopées des forêts tropicales, hein, une thématique qui est à la fois de pointe et complexe, qui n'a jamais été vraiment faite dans les forêts tropicales. Des enjeux de modélisation et de changement climatique dans les plantes de sous-bois amazoniennes, des enjeux techniques aussi sur l'observation de la Terre via des nouvelles techniques de télédétection à longue, enfin, avec des technologies assez variées. Un enjeu aussi de modélisation des espèces à l'échelle spatiale, qui est un enjeu très fort à la fois en sciences fondamentales et aussi en conservation, et puis finalement un enjeu du lien entre la, la biologie de l'évolution et l'épidémiologie finalement, dont on aura un focus, dont j'en parlerai relativement peu, mais on aura un focus sur ce point-là juste après ma présentation. Voilà, donc ensuite, les derniers points que je voulais aborder sont un petit peu des points très rapides sur quelques publications qu'on a faites pour vous donner, plutôt que de faire les choses de façon complètement organisée, j'ai voulu vous illustrer la diversité de la science telle qu'elle est produite dans le réseau du LabEx-CEBA. Donc, il y a des enjeux de conservation. Bon, le premier point que je voulais vous donner, c'est simplement une nouvelle. On travaille très fortement avec les collaborations internationales sur l'observation de la Terre. Il y a un satellite, un instrument qui est lancé dans l'espace qui s'appelle JEDI par nos collègues de la NASA et qui, il y a quelques jours, a produit cette carte qui mesure pour la première fois à très haute résolution la hauteur de la canopée des forêts tropicales en particulier. Donc, c'est vraiment l'une des premières cartes assez fiable de la hauteur de la canopée à l'échelle de l'Amazonie. Et on se rend compte d'une grande variabilité de la hauteur de la canopée entre la Guyane, qui est en haut à droite de cette image, jusqu'à la Bolivie. Et ça montre bien qu'il y a une très forte hétérogénéité. Et quand on prétend travailler sur la biodiversité amazonienne, on a vraiment un intérêt à s'appuyer sur ces informations de télédétection. Donc ça, c'est juste pour vous donner des nouvelles sur la science quasiment en temps réel. Et cet instrument de JEDI va continuer à voler pendant presque un an et va sans doute donner des résultats extraordinaires. Donc, je vais parler d'abord de biologie de la conservation. Enfin, de la biologie de la conservation, les outils génétiques sont beaucoup étudiés, beaucoup appliqués. Nos collègues d'EcoFog ont contribué à des projets pour faire des suivis par des marqueurs SNP d'origine pour la traçabilité des bois en particulier. Ça, c'est un enjeu en cadre de la déforestation qui sont très importantes. Alors bon, l'espèce là que j'ai pris en exemple, qui a été publiée avec l'étude qui a été publiée ici, c'est pas forcément l'espèce la plus représentative du centre de l'Amazonie, parce qu'elle est plutôt en Amérique centrale et en Bolivie, Cedrela odorata, mais il y a un enjeu de surexploitation des ressources qui est très important. Donc l'appui des outils de la génétique, c'est une thématique qu'on appuie depuis très longtemps et qui continue à être un axe fort de recherche dans l'ABEX-CEBA. Le deuxième point, c'est la capacité de représenter la biodiversité et l'impact sur la biodiversité à l'échelle de l'ensemble du bassin amazonien. Là, je m'appuie sur un projet qui est un projet financé et soutenu très largement par l'IRD, qui s'appelle Amazon Fish, et qui a permis d'avoir une base de connaissances sur la biodiversité des poissons à l'échelle de l'ensemble de tous les bassins versants du bassin amazonien. Et l'étude qui est mentionnée de Céline Jezekel et ses collaborateurs permet de faire des scénarios pour prioriser la conservation et regarder quels sont les bassins versants qu'il faudrait prioriser en particulier si on voulait conserver un maximum de biodiversité. Donc ça, c'est des enjeux majeurs qui doivent être portés à l'IPBES et à d'autres instances internationales. Un troisième aspect qui a vraiment à l'échelle de la Guyane, c'est les travaux de très long terme que Cécile Richard-Hansen et ses collaborateurs de l'ONCFS, donc maintenant Office français de la biodiversité, ont mené sur la Guyane française en travaillant sur
l'impact de la chasse sur les populations naturelles. Et on voit là, alors bon, c'est un diagramme que j'ai pris assez rapidement, mais les 5 lignes que vous voyez ici sont différentes localités, Regina, Saint-Georges, Clamopi, Trois-Sceaux et Elae en Guyane française. Et vous voyez qu'il y a de fortes différences dans les pratiques de chasse et de présence dans les espèces chassées en termes de mammifères et d'oiseaux dans ces différents sites. Et donc on a des bases de connaissances qui sont très très importantes maintenant sur les espèces chassées, ce qui est une base de connaissances essentielle pour faire de la conservation et pour piloter les publics en matière de conservation des espèces synégétiques. Alors là, on passe à des échelles de temps beaucoup plus longues et les travaux de nos collègues de l'ISEM qui ont été cofinancés par le LabEx CEBA, il y a des travaux de modélisation pour comprendre quelle est la contribution de l'Amazonie sur la biodiversité aujourd'hui, qu'on observe aujourd'hui. Et on se rend compte, en particulier, grâce à ce travail, que l'Amazonie a été une source de création de diversité beaucoup plus importante que le reste du globe. Alors ça, ce diagramme n'est pas forcément facile à expliquer en 2 secondes, mais en gros, la courbe en gris qu'on voit à la fois pour les amphibiens, pour les serpents, pour les oiseaux et pour les mammifères, c'est le référentiel à l'échelle globale, et la courbe verte montre le taux de diversification net en Amazonie. Donc on voit que c'est quasiment tout le temps au-dessus, et c'est particulièrement au-dessus dans les groupes d'amphibiens et d'oiseaux. Ce qui veut dire que c'est vraiment des groupes qui ont été très favorisés par l'existence de l'Amazonie et par les processus qui s'y sont tenus. Donc voilà une forte motivation pour travailler sur ce type d'écosystème. Je passe sur des enjeux qui sont aussi portés par l'ISEM, avec des enjeux de temps beaucoup plus profonds, où il y a eu c'est essentiel de comprendre le passé climatique et environnemental de l'Amérique du Sud, et c'est un passé qui est très mal connu encore aujourd'hui. Donc les travaux de palynologie sur les paléo-environnements sont absolument fondamentaux. Là, c'est une étude qui montre qu'il y a eu des changements de température très importants, pas au dernier maximum glaciaire, mais à l'avant-dernier maximum glaciaire, et qui suggère que la forêt telle qu'on la connaît aujourd'hui, enfin les systèmes forestiers tels qu'on les connaît aujourd'hui, ont probablement beaucoup changé, ont été très, très, très différents il y a 30 000 ans. Alors, si on passe du présent à l'impact du climat sur l'actuel, une des grandes questions, c'est savoir si les épisodes secs vont impacter les écosystèmes forestiers. Et ça c'est une question qui est très complexe parce que la réponse des écosystèmes forestiers à la sécheresse reste mal connue. Alors, les collègues écophysiologistes des plantes, en particulier à Nancy, sont maintenant capables de mesurer la résistance des espèces d'arbres. Ça, c'est les différentes lignes que vous voyez ici, ces différentes espèces d'arbres. Il y a une très, très, très forte diversité d'arbres en Guyane à des épisodes de sécheresse. Donc, plus l'espèce est sur la gauche, plus elle est tolérante à la sécheresse, et plus elle est sur la droite, moins elle est tolérante à la sécheresse. En faisant une moyenne de la flore guyanaise, arborée en tout cas, on se rend compte que la flore guyanaise est finalement très tolérante à la sécheresse, presque autant qu'une flore méditerranéenne. Et ça, c'est des travaux de référence qui servent énormément à la connaissance pour la modélisation de la réponse des forêts amazoniennes au changement climatique. Alors, les changements climatiques, ce n'est pas seulement une théorie, là, c'est 20 ans de données vous sont représentés ici en termes de déficit hydrique en Guyane française, et vous voyez qu'il y a eu une très forte sécheresse en 2005, mais depuis peu de temps, depuis 4 dernières années, les sécheresses sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus fréquentes. Et donc là, on a vraiment une mesure déjà de l'existant. On se rend compte que ces épisodes de sécheresse s'accélèrent déjà, et donc on rentre dans une phase où on a vraiment une attention forte à apporter sur l'état futur des forêts tropicales. Alors ça va forcément se passer par mesurer la réponse des arbres, mais aussi de l'ensemble de l'écosystème. Alors il y a un système très intéressant qui a été étudié, c'est un système modèle un petit peu, un micro-écosystème à l'intérieur de broméliacées, de ces plantes de broméliacées qui ont des réservoirs liquides, et dans cette eau, il y a tout un écosystème qui se met en place. Et des collègues en collaboration internationale ont mis en place une observation comparée à différents endroits en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en incluant des sites en Guyane, pour tester l'effet de la
de la sécheresse sur ces écosystèmes. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de ce papier, mais il est très intéressant parce qu'il permet de manipuler, si on le souhaite, un écosystème entier et de regarder la réponse de perturbations environnementales. Voilà, pour en conclure quasiment sur les aspects de santé, j'irai très vite. Je voulais vous signaler qu'avec Jean-François Guégan et d'autres, il y a eu des publications sur l'impact de l'environnement et les conséquences des maladies émergentes bien avant l'épidémie de Covid, avec des alertes, avec des enjeux une One Health, etc. Et ces concepts qui ont été mis en œuvre, testés en tout cas en Guyane française, sur différents groupes, en particulier Mycobacterium ulcerans. Là encore, on va avoir une présentation sur ça bientôt, mais ce qui est intéressant, peut-être ironique un petit peu, c'est que cette étude qui a été publiée dans Environmental Research Letters ne fait naturellement pas mention de Covid, même si elle a été publiée au début 2020, et donc il y aura certainement une suite à apporter à cette étude-là, et malheureusement sans doute beaucoup d'autres. Je voulais conclure juste sur le fait que parmi nos partenaires importants, depuis le début du LabEx CEBA, il y a des collègues qui travaillent sur la chimie. Alors la chimie des substances naturelles et aussi l'écologie chimique, ces deux thématiques sont ensemble, et je tenais vraiment à insister sur la richesse que ça apporte dans notre communauté d'avoir des chimistes avec nous, parce que à la fois, ils nous donnent une perspective qui est un peu différente de ce qu'on fait, mais aussi ils permettent de mettre en évidence des produits, des substances naturelles qui ne sont pas forcément faciles à mettre en évidence par ailleurs et qui sont intéressants. Donc là, dans cette essence de plantes, un palmier, il y a eu des tests qui ont été faits d'activité contre le staphylocoque doré, qui est résistante à la méticilline, qui est une des sources de maladies nosocomiales importantes. Et il y a eu au moins 8 molécules qui sont actives dans cette espèce de palmier à cette maladie, aux infections nosocomiales, donc avec un très fort potentiel d'application dans l'avenir. Donc voilà un exemple d'application entre la forêt tropicale et les applications biomédicales qui est concrète et qui pourrait être réaliste à explorer dans l'avenir. Voilà, sur ces mots, j'aimerais conclure rapidement pour vous remercier et puis éventuellement, si vous avez des questions, je serai très ravi d'y répondre. Merci à vous.